Bonjour à tous. Même si vous êtes peu nombreux dans la salle, il y a quand même pas mal de personnes en ligne. Donc on va commencer la présentation pour ces Erasmus Days 2021. Alors, je vais vous présenter les deux intervenants d'aujourd'hui. Est-ce que je peux enlever le masque? Oui, je peux enlever le masque puisque je suis au pupitre et on a un micro, on a un spray micro. Donc Jean-Louis Mayonade va nous parler de l'impact, les bénéfices que peuvent avoir une mobilité Erasmus, mais une mobilité en général sur le profil des étudiants. Parce qu'Erasmus, c'est pas que faire la fête, contrairement à ce qu'on croit. Et même si Erasmus, c'est un philosophe néerlandais qui a étudié un petit peu partout en Europe et qui a écrit l'éloge de la folie, c'était pas par rapport à ça qu'a été créé Erasmus. Erasmus, c'est le European Scheme for the Mobility of University Students, si je ne me trompe pas. Et le programme Erasmus s'élargit de plus en plus. Maintenant, ça ne concerne pas que les étudiants. Donc vous êtes étudiant en l'occurrence, mais n'hésitez pas à en parler autour de vous parce que ça peut concerner des apprentis, des lycéens, même des élèves du secondaire. Donc on aura cette première présentation et ensuite Michael Le Gallon nous présentera donc une partie de son histoire, pourquoi est-ce qu'il a décidé de créer une société de traduction et il nous racontera son parcours au travers de 3 pays, en Espagne, en Colombie et au Chili. Donc Michael, il était en quelque sorte prédestiné à travailler en Amérique latine, dans des pays hispanophones, et être d'une certaine manière un ambassadeur de la France, puisque son nom en espagnol, gallo, signifie le coq. Donc je laisse la parole à Jean-Louis Mayonade. Et je vous mets un petit peu de spray micro. Merci. Merci. Donc, je suis très content d'être à l'IMT. Merci pour votre invitation. Vous avez une très belle école. Et c'est vrai que je connaissais les ingénieurs des industries des mines, parce qu'auparavant, dans une vie antérieure, j'ai travaillé comme inspecteur des installations classées. Et quand on est inspecteur des installations classées, en face, on travaille très souvent avec les ingénieurs des industries des mines. Donc, je suis content d'être aujourd'hui parmi vous dans cette école. Alors, je voulais vous présenter le programme Erasmus très rapidement et de l'impact qu'il peut y avoir sur donc les apprenants qui font ces mobilités, mais également les personnels des établissements qui peuvent aussi faire des mobilités dans le cadre d'Erasmus. Mais avant tout, je voulais juste vous dire un petit mot par rapport à ce que sont ces Erasmus Days. Donc aujourd'hui, on est à la 5e édition de ces Erasmus Days. Et en fait, l'idée, c'est de créer un événement européen, mais même au-delà de l'Europe, de manière à ce que tous les porteurs de projets, qui peuvent être soit des universités, des écoles, mais aussi des lycées, des écoles primaires, des centres de recherche, des organisations, des associations, puissent valoriser leurs projets et en faire la promotion. Donc ces Erasmus Days, aujourd'hui, ce matin j'ai regardé, vous avez une plateforme où donc, tous les porteurs de projets peuvent inscrire leurs événements et on en dénombrait sur la planète 5300 événements. Donc on a battu le record de l'année 2020. Répartis dans 66 pays du monde. Voilà, donc on voit que ces Erasmus Days mobilisent pas mal de gens, ce qui est une bonne chose. Alors, le programme Erasmus, rapidement, c'est un programme qui va fêter ses 35 ans en 2022. Et donc c'est un programme qui a été créé en 1987 et qui a permis, depuis cette date, à plus de 12 millions de personnes d'en bénéficier, notamment à travers des mobilités. Comme tous les programmes européens, ce sont des programmes qui ont une durée de 7 ans. Et depuis le 1er janvier 2021, donc, nous sommes rentrés dans le programme 2021-2027. Ce que l'on peut voir sur cette diapo, c'est la petite image du bas, c'est que c'est un programme qui est très ambitieux puisque sur la durée de la programmation, le budget alloué pour ce programme Erasmus a été augmenté de 80%. Donc il y a une réelle volonté de l'Europe d'encourager ce programme qui contribue à la mise en place de ce qu'on appelle l'espace européen de l'éducation. Alors, diapo suivante. Alors, ce programme, rapidement, il est géré par une agence, l'agence française Erasmus+, Éducation-Formation, qui se trouve à Bordeaux. L'information qu'il faut avoir par rapport à cette agence, c'est qu'il y en a une dans chacun des pays européens. Mais cette agence, son rôle, c'est à la fois de faire la promotion du programme, de gérer toutes les demandes donc de financement qui sont portées par des universités, des écoles, des associations, etc., et également d'assurer un contrôle de la bonne utilisation de ces budgets. Oui. Pardon, un petit peu mieux. D'accord. Voilà.
Par contre, s'il y a des étudiants qui sont en ligne, ce que je voulais leur dire, c'est qu'en fait, nous n'avons pas de relation directe avec les bénéficiaires finaux, qui sont les étudiants ou les apprenants. Si vous êtes étudiant et si vous voulez pouvoir bénéficier du programme Erasmus, il faut vraiment vous tourner vers votre service des relations internationales de votre école. Votre interlocuteur, c'est bien lui et non l'agence Erasmus. L'agence Erasmus, nos relations sont avec les universités, avec les écoles. Alors, comme je vous ai dit, on rentre dans une nouvelle programmation 2021-2027 et ce programme, donc, il a fixé 4 priorités. Donc, une de ses premières priorités, c'est d'être plus inclusif. Donc, il y a vraiment une volonté d'aller chercher les jeunes ou les moins jeunes qui sont éloignés du programme Erasmus pour que tout le monde puisse en bénéficier. Alors, je sais que vous avez dans votre école un service des relations internationales qui est très actif et vous avez la chance de pouvoir bénéficier de bourses pour faire des mobilités à l'étranger. Mais sachez que vous avez d'autres écoles où, par exemple, des étudiants qui peuvent être en BTS, donc études supérieures courtes, qui, eux, ne bénéficient pas forcément de bourses Erasmus et de toutes ces possibilités qui sont offertes par le programme. À titre d'exemple, en gros, on compte qu'on a 1% des étudiants en BTS, à peine 1%, qui font des mobilités. Et vous avez certaines promotions, certaines filières, ils ne connaissent même pas le programme Erasmus. Donc il y a vraiment cette volonté dans ce nouveau programme d'aller chercher tous ces publics qui sont éloignés de ces dispositifs. Également, c'est un Erasmus qui se veut plus durable, c'est-à-dire que toutes les thématiques qui seront portées en lien avec les problèmes liés au changement climatique, à l'environnement, seront valorisées. Également, c'était une demande des étudiants, des réseaux des étudiants, c'est de donner également des compléments financiers aux étudiants qui, par exemple, lors des mobilités, utiliseraient des moyens de transport à moindre empreinte carbone. C'est-à-dire, imaginons une mobilité vers l'Espagne, c'est pas très loin, si vous y allez en bus ou en train, vous aurez un complément financier pour réaliser votre mobilité. Également, c'est un programme qui se veut plus numérique, où là, vous allez voir, on a mis en place des nouvelles opportunités qui sont par exemple la mobilité hybride, qui permet de combiner à la fois des activités numériques avec une mobilité physique. Et là aussi, c'est dans l'idée d'être plus inclusif, puisque ces mobilités sont plus courtes. Donc pour des étudiants qui auraient quelques appréhensions à faire des mobilités, vous savez, la durée minimale est de 2 mois, là, par ce biais de mobilité hybride, vous pouvez faire des mobilités qui vont durer entre 5 et 30 jours. Et enfin, c'est un programme qui veut renforcer la vie démocratique et également donc l'esprit de la citoyenneté européenne, c'est-à-dire cette appartenance européenne. Donc il y a la volonté d'amplifier ça auprès des jeunes. Alors comment est structuré ce programme? En fait, il y a 3 actions clés, 3 actions principales. La plus connue, c'est ce qu'on appelle la mobilité des individus. C'est-à-dire qu'en fait, le programme Erasmus va donner des bourses qui permettent à la fois donc d'aider les jeunes à réaliser leur mobilité, à subvenir à leurs besoins pour faire cette mobilité. Et également, vous avez des compléments qui permettent de payer tout ou partie du voyage. Et donc, c'est ce qu'on appelle les mobilités. Donc, ce sont soit pour les étudiants des mobilités de stage ou d'études, mais également pour les personnels, ce sont des mobilités d'enseignement, c'est-à-dire ils peuvent aller enseigner donc, dans des universités en Europe et au-delà, ou alors des mobilités de formation. Et puis le grand carré vert que vous avez au milieu, ce sont aussi des actions de coopération qui sont financées par le programme Erasmus, donc là qui peuvent associer, on va dire, des universités, des centres de recherche, des associations, mais également des PME, des industries, pour monter des projets de coopération. Donc à partir du moment où ces projets ont une dimension européenne, ou même internationale, qu'elles ont un lien plus ou moins direct avec l'éducation, vous pouvez soumettre des projets et obtenir des bourses pour les financer. À titre d'exemple, vous pouvez très bien avoir ce qu'on appelle un Master Erasmus Mundus, où les étudiants vont réaliser leur master et vont donc passer 2 semestres dans des pays étrangers, dans des universités étrangères. Également, la dernière action, c'est l'action Jean Monnet. Donc, ça permet donc de financer soit des modules, soit des chaires, soit des postes d'enseignement, donc pour tout ce qui concerne la découverte des institutions et une meilleure connaissance des institutions européennes. Alors, Erasmus, on imagine toujours que c'est en fait que ce sont des mobilités ou des projets qui se font uniquement au niveau de l'Europe. Bien non, donc Erasmus, c'est ouvert au reste du monde. Par contre, vous avez ce qu'on appelle les pays programmes. Les pays programmes, donc ce sont les 27 pays membres de l'Union européenne, plus des pays tiers, 6 pays tiers qui sont associés au programme Erasmus. Donc, au même titre que les Européens, ils peuvent accéder à toutes les actions et à toutes les bourses du programme. Et ensuite, vous avez le reste du monde, qu'on appelle les pays tiers non associés au programme, mais qui peuvent cependant, en fonction des actions, accéder à des bourses Erasmus. Vous avez par exemple ce qu'on appelle la mobilité internationale, où les établissements vont percevoir des bourses pour envoyer leurs étudiants à l'étranger,
mais également avoir des bourses pour faire venir des étudiants de ces pays tiers suivre des études dans vos établissements. Encore 2 diapos pour vous montrer l'impact que peut avoir ces mobilités sur les personnels et les étudiants. Donc au niveau de l'agence Erasmus, vous pouvez trouver toutes ces études sur notre site internet. Donc il y a eu une enquête qui a été réalisée auprès de, alors je regarde, c'était de 8200 personnes. Et donc en fait, on n'est pas trop surpris du résultat, mais en gros, vous voyez, par rapport à cet échantillon, hein, au niveau des étudiants, on avait 56% de ces apprenants qui avaient le sentiment d'avoir amélioré fortement leurs compétences transversales au cours de leur mobilité. 7 sur 10 des apprenants continuent de parler de façon informelle plusieurs fois par semaine la langue étrangère utilisée au cours de leur mobilité. Et en fait, 70% de ces apprenants, 1 an et demi après leur retour de la mobilité, déclarent se sentir davantage citoyens européens. Voilà. Également des effets très positifs sur les personnels. 91% des personnels partis en mobilité ont renforcé ou étendu leur réseau professionnel. La moitié de ces professionnels partis en mobilité considèrent qu'ils ont modifié fortement leurs moyens et leurs pratiques professionnelles. Donc on voit qu'il y a un réel impact et pas uniquement par rapport à l'acquisition de connaissances, mais c'est également, vous pouvez acquérir des compétences nouvelles lors de ces mobilités. Avant de finir, une dernière diapo, toujours issue de cette enquête. Donc là, on a fait des comparaisons, en fait, des questions qui ont été posées avant et après la mobilité. Et on voit par exemple que, on voit que forcément, les apprenants ont le sentiment, et c'est une réalité, d'avoir amélioré leurs compétences linguistiques. Voilà. On voit également des compétences par rapport à la résolution de problèmes, à la tolérance, à la prise de décision, aux compétences analytiques. Donc on voit que lorsque ces étudiants ou ces personnels reviennent d'une mobilité, il y a un effet positif qui est perçu. Alors c'est vrai que la langue est souvent évoquée comme barrière avant de faire une mobilité, mais en fait, à notre connaissance, on n'a pas de mobilité qui se soit mal passée par rapport à un problème de langue. Je veux dire, chaque fois, les étudiants ont systématiquement surmonté ces problèmes de langue, même des mobilités qui ont été faites par des étudiants ou des lycéens qui ont parfois des niveaux de langue assez faibles, qui peuvent avoir un niveau de langue A1, A2, et malgré ça, ils reviennent de leur mobilité enchantés et aucun d'eux nous ont signalé que la langue avait été une barrière et les avait complètement empêchés de réaliser leur stage. Voilà, donc nous, la seule chose qu'on peut vous dire, c'est d'aller voir votre service de relations internationales et de vous engager dans une mobilité, donc soit de stage, soit d'études. Je pense que c'est une réelle opportunité pour vous. Voilà. Merci. Merci. Bonjour à tous. Merci tout d'abord à l'École des Mines pour m'accueillir. Merci à Monsieur Lours et à Monsieur Carrière pour être des moteurs de cet événement, des Erasmus Day. En plus, j'ai été particulièrement enthousiaste et ému de savoir que c'était la première conférence présentielle depuis début 2020. Je crois qu'il reste encore un petit peu de chemin pour remplir les amphithéâtres, mais cette conférence est également en streaming et en replay, et je suis sûr qu'on va pouvoir capter pas mal d'élèves et de personnes. Merci à Monsieur Mayonade pour votre introduction, et puis surtout merci de représenter un tel programme comme Erasmus, qui est à mon sens un programme européen phare, comme l'a été Leonardo, qui maintenant je crois s'appelle Erasmus+, et comme l'a été également le système de VSNE, qui était un système qui permettait à des jeunes diplômés de travailler pendant 1 an et demi dans des filiales internationales de multinationales françaises. Alors, à mon sens, je suis un partisan, je suis totalement convaincu que de tels programmes devraient être absolument obligatoires pour tous les élèves de toutes les universités et de toutes les écoles. C'est réellement une chance, c'est réellement une opportunité de pouvoir avoir cette expérience d'études et surtout une expérience professionnelle. Alors je sais que vous, étudiants de l'École des Mines, vous avez cette chance, car vous avez un minimum 6 mois dans votre cursus à l'étranger. Mais peut-être que pour certains d'entre vous,
c'est plus une certaine forme d'obligation, juste pour valider votre diplôme. Puis vous le voyez peut-être comme, voilà, on critique la France, mais on est tellement bien aussi en France, on va sortir de notre zone de confort, on va parler d'une autre langue, comme parlait monsieur Mayonade. Et donc tout ça, bah, ça peut créer un petit peu des conflits intérieurs. Et bah, justement, le but de mon intervention aujourd'hui, c'est bah, de partager avec vous les bénéfices d'une expérience à l'étranger. Encore une fois, les bénéfices pendant les études, mais surtout d'avoir une première expérience professionnelle à l'étranger. Alors, comment on va s'organiser pour cette conférence? On va la faire en 2 temps. La première, bah, je vais me présenter, je vais présenter le secteur dans lequel j'évolue, secteur de la traduction, et également, j'ai présenté la société que je dirige actuellement. La seconde partie, qui à mon sens est la plus importante, c'est que je vais partager avec vous comment ces expériences internationales m'ont poussé vers l'entrepreneuriat et d'essayer de partager avec vous, encore une fois, quels bénéfices vous pouvez tirer d'une expérience à l'étranger. On y va sur cette première partie. Alors, je me présente, Michael Le Gallo. J'ai été successivement professeur de tennis, j'ai travaillé dans une agence d'intérim, j'ai travaillé dans la préfecture des Yvelines, dans la politique de la ville, j'ai travaillé dans la recherche à la mission régionale d'information sur l'exclusion de la région Rhône-Alpes, j'ai travaillé pendant 1 an et demi dans un établissement public dans la culture, plus précisément le Centre national de la danse, puis 5 ans dans une ONG, à Madrid, où j'ai travaillé beaucoup sur toute la partie Amérique latine. Et depuis une dizaine d'années, j'ai fondé plusieurs sociétés dans le secteur de la traduction. Quelque chose que je veux préciser dès maintenant, c'est que je ne suis absolument pas traducteur. Traducteur, ça correspond à des études spécifiques, ça correspond à des compétences spécifiques. Je ne les ai pas. D'accord? Donc tout le monde me demande, tu es une agence de traduction, combien de langues tu parles, combien de langues tu traduis? Bah, je parle des langues, mais au niveau professionnel, j'ai aucun talent aux langues et encore moins de talent de traducteur écrit ou d'interprète. Qu'est-ce que j'ai étudié? J'ai une maîtrise d'administration économique et sociale de l'Université de Nanterre, un diplôme de sciences politiques de Grenoble, puis après un master en responsabilité sociale de l'entreprise de l'Université de Barcelone, et enfin tout récemment un master en marketing digital d'une université anglaise. Alors j'ai beaucoup appris pendant ces études, mais j'ai pas autant appris de ce que j'ai pu ressortir de mes expériences à l'étranger. J'ai vécu 5 ans à Madrid, j'ai vécu un petit peu moins d'1 an en Nouvelle-Zélande, j'ai vécu 7 ans à Barcelone, j'ai vécu 4 ans en Amérique latine, en Colombie, à Medellín plus précisément, et en 2019, je suis revenu en France, dans la ville qui en est vraiment le moteur économique, culturel et social, j'ai nommé Albi. Comment j'en suis arrivé à la traduction? On va voir ça plus dans la deuxième partie. Maintenant, ce que je vais vous présenter, c'est le secteur dans lequel j'évolue. Le secteur de la traduction. Alors, tout d'abord, c'est un secteur qui est en pleine croissance. D'accord? Ça s'explique par la mondialisation, par un accroissement des accords commerciaux, l'abolition de certaines frontières, notamment dans l'Union européenne. Ça s'explique également par l'essor d'Internet, avec la nécessité chaque fois plus croissante de contenus digitaux, mais de plus de contenus digitaux internationaux. Aujourd'hui, le marché de la traduction représente 45 milliards d'euros et avec une perspective de croissance de plus de 10% chaque année. En quoi se caractérise notre secteur également? C'est une multitude d'acteurs. Vous allez trouver autant des traducteurs freelance, auto-entrepreneurs en France par exemple, avec des entreprises un petit peu plus structurées, de moyenne taille comme la nôtre, et des véritables conglomérats multinationaux de la traduction avec plusieurs dizaines de milliers d'employés et des bureaux absolument dans le monde entier. Sous le terme de traduction, en fait, se regroupe toute une multitude de services.
Dans la traduction écrite, on a par exemple la traduction littéraire, la traduction technique, la traduction marketing, la traduction de sous-titres, mais également par exemple la traduction assermentée. J'ai appris d'ailleurs avant-hier que quelqu'un de l'équipe internationale, Isabella Dufour, était traductrice assermentée en allemand. Donc une traductrice assermentée, qu'est-ce que c'est? C'est une traductrice qui est enregistrée au tribunal de grande instance de sa ville et dont la traduction va avoir une valeur notariale. C'est-à-dire que pour un jugement, pour des contentieux juridiques, pour s'assurer que la traduction est totalement véridique et totalement conforme à l'original, on fait appel à un traducteur assermenté qui va mettre un tampon qui aura une valeur notariale. Dans la traduction, on va aussi mettre tout ce qui est la traduction orale, ce qu'on appelle l'interprétation. C'est-à-dire que, par exemple, aujourd'hui, cette conférence, il pourrait y avoir 3 ou 4 personnes dans des cabines derrière et qui feraient une traduction orale simultanée en diverses langues que vous recevriez à travers des casques. Enfin, dernier point sur la traduction, c'est vraiment la différence de coût que vous avez selon les langues. Alors ça peut paraître un petit peu injuste pour des personnes qui, au demeurant, ont étudié les mêmes choses, mais comme tout bien, ce qui est rare est cher. C'est-à-dire que les langues les moins chères du marché sont celles qui sont les plus parlées. Donc sur l'Europe, ce serait toutes les langues méditerranéennes plus l'anglais, donc le français, l'italien, le portugais, l'espagnol. Deuxième groupe de langues, on parlerait donc plus de langues de l'Europe du centre, donc avec l'Allemagne, avec le néerlandais, le polonais, le russe. Et en fait, les langues les plus chères du marché, et on n'y pense pas directement, c'est en fait les langues nordiques. D'accord? Les Norvégiens, le Finlandais. Pourquoi? Parce qu'ils sont très peu. Encore une fois, ce qui est rare et cher, et ce sont des langues très difficiles à appréhender pour des gens qui ne sont pas natifs. Je vais juste vous donner une petite anecdote. Il y a une dizaine d'années, il y a un volcan en Finlande qui était rentré en éruption et qui avait paralysé l'ensemble de l'espace aérien européen. Branle-bas de combat, tout le monde a besoin d'avoir d'informations, la presse, les scientifiques, les membres de la sécurité, sauf qu'en face, les traducteurs finlandais, ils sont 40. Là, c'est hors de question pour des questions de véracité, de l'importance des données de passer par la traduction automatique. Donc, il y avait comme une mise aux enchères. Les traducteurs font « Ok, d'accord, qu'est-ce que tu as à traduire et quel est ton prix ?» Donc, juste pour une page Word, on était arrivé à du 1000-1200 € la page. D'accord? Donc ça fait quand même des bonnes journées au final quand on va traduire une dizaine de pages. Donc voilà, ayez ça en tête de cette différence de langue. Vous allez me dire, ok, très bien tout ça, mais pourquoi traduire? Quel est l'intérêt de traduire? Alors si on se base sur un périmètre franco-français, si vous avez un site web, au jour d'aujourd'hui, vous allez pouvoir capter une audience de 3% des internautes du monde entier. Alors attention, pas de la population mondiale, là on parle vraiment d'internautes. Si vous rajoutez 3 langues, donc l'anglais, l'espagnol, le chinois, tout de suite on arrive à plus de 60%. Donc le gain en audience est considérable. Pourquoi traduire? Parce que 9 internautes sur 10 préfèrent naviguer sur sa langue, dans un site dans sa langue maternelle. Et pourquoi traduire? Parce qu'un consommateur est 5 fois plus enclin à acheter sur un site rédigé dans sa langue maternelle. Et aujourd'hui, c'est encore plus vrai. Avec l'essor du e-commerce, de la vente en ligne, vendre en ligne, c'est inspirer de la confiance. Vous n'allez pas acheter sur un site, vous n'êtes pas sûr des moyens de paiement, vous n'êtes pas sûr du contenu, où vous voyez une traduction automatique qui ne va pas respecter votre langage, votre culture. Donc la traduction est devenue un enjeu spécifique dans tout ce qui est vente en ligne internationale, le cross-border. Et c'est quelque chose qui va chaque fois plus croître. Cependant, une entreprise qui a son site web en français et qui veut le traduire, elle a tendance à tomber dans certains pièges.
Et pourquoi elle va tomber dans ce piège? Parce qu'elle va réagir comme tout type d'entreprise qui va acheter tout type de services ou de biens. Premier réflexe, on va voir si on peut le faire en interne. Donc ça, c'est la typique situation. Il faut traduire notre site web en anglais. Yana Dean au marketing, elle a étudié 2 ans d'anglais. On pourrait lui donner. Ou sinon, il y a notre country manager Hans qui pourrait le faire. Alors, c'est pas des traducteurs. 2, ils ont sans doute beaucoup d'autres choses à faire que de traduire, parce que traduire, c'est long, surtout quand c'est pas son métier original, et ça va créer de vraies frictions au sein de la société. Le deuxième mouvement, c'est donc, on va essayer de voir à l'extérieur de l'entreprise, mais on va essayer de trouver la solution la moins chère possible. Et là, souvent, autant je faisais les louanges d'Erasmus au départ, mais on a ce qu'on appelle, nous, le syndrome du cousin Erasmus. C'est est-ce que quelqu'un connaît quelqu'un qui pourrait parler plus ou moins cette langue? Donc il y a toujours quelqu'un qui lève la main. Oui, mon cousin a fait Erasmus pendant 2 ans en Allemagne, c'est parfait, on lui donne. Non, Erasmus, ça peut apporter beaucoup de choses, ça peut apporter beaucoup de compétences, mais absolument pas celle de la traduction. Et en plus, on va dire que ce n'est pas des personnes natives. Là, je vais répéter une règle clé dans la traduction. Un traducteur, c'est une personne qui a fait des études de traduction. C'est une personne qui va toujours traduire vers sa langue maternelle. Et c'est une personne qui va avoir des domaines de prédilection. On ne peut pas tout traduire. On ne peut pas être spécialiste de poésie chinoise et de guide de géothermie. C'est impossible. Donc, dans votre future carrière d'ingénieur, à un moment ou à un autre, vous allez vous confronter à la traduction. Donc voilà, pensez à ces 3 règles basiques et déjà, vous allez éviter pas mal de ces pièges. Il y en a un que je n'ai pas cité encore, la traduction automatique qui devait mettre les traducteurs du monde entier au chômage, qui avait, selon les chantres de l'intelligence artificielle, la qualité était 10 fois supérieure et 100 fois plus rapide. Je vous rassure, il y a chaque fois plus de traducteurs humains et les budgets de vraies traductions sont chaque fois plus importantes. La traduction automatique, ça peut être utilisé pour comprendre un message. Vous recevez un email ou vous voulez comprendre un document pour vous faire une première impression, mais communiquer publiquement ou vendre des produits en se basant sur de la traduction automatique, c'est la meilleure façon de saccager votre réputation, d'avoir absolument aucune vente et réellement de vous griller dans certains pays. Maintenant, je vais présenter très rapidement notre société. Donc, on est une équipe multiculturelle, on est basé à Barcelone, il y a plus de 5 ou 6 nationalités dans notre équipe. On se caractérise par une ultra-digitalisation et par définition, une acquisition des techniques de télétravail, alors, ça fait déjà depuis 6 ou 7 ans. On va dire que le Covid nous a pas pris par surprise. Tous ces outils que beaucoup de gens ont dû assimiler très rapidement, c'est quelque chose que nous, on utilisait par définition, parce qu'on voyage beaucoup, parce que les traducteurs rentrent dans leur pays. Donc, depuis tout le temps, on a été ultra connectés. Et pour vous donner une idée de ce degré d'agilité, c'est qu'à Barcelone, j'ai même pas de bureau, j'ai même pas de place pour moi. Aujourd'hui, je le gère depuis un coworking d'Albi et tous les membres de l'équipe peuvent être capables de travailler de n'importe quel point du monde. Aujourd'hui, on traduit en plus de 45 langues, alors surtout des langues européennes, du chinois simplifié, mais parfois on a des commandes plus précises sur du malaisien, sur du birman. Et pour ceci, on a un réseau de 700 traducteurs professionnels, freelance ou certaines autres agences dans le monde entier. Plus de 400 clients sur plusieurs continents. On a une réelle sensibilité sur des entreprises du digital, du e-commerce et du e-tourisme. On a créé des filiales au Chili, en Colombie, mais ça j'y reviendrai plus dans la deuxième partie. Comment fonctionne concrètement notre agence? On capte nos clients digitalement
Comment on les capte? On les capte avec notre site web, avec des techniques de référencement. On les capte à travers des techniques qu'on appelle de cold email. On les capte par des recommandations. Et surtout, on les capte en utilisant, on est ultra actif sur LinkedIn. D'accord? LinkedIn, pour nous, est un outil qui nous permet de pouvoir contacter une série de professionnels qualifiés, segmentés, qui ont besoin de traduction. Et pour ceci, je vais partager avec vous maintenant un support marketing qu'on a créé. Ça fait 1 an et demi, en pleine crise, on allait de confinement en confinement. Et on a décidé de changer un petit peu de format marketing. Et on a décidé, depuis ce coworking d'Albi, avec un aspect très collaboratif, avec un réalisateur, vidéaste, Mathieu Pégard, qui est ici sur Albi, plein d'acteurs, certains qui étaient pour la première fois, d'autres qui étaient de compagnies de théâtre d'ici, 8 nationalités qui ont participé à cette web-série. Et c'est une web-série justement pour éviter à nos clients de faire des erreurs dans la traduction, d'éviter de tomber dans les pièges et de leur donner des bonnes pratiques. Cette série, on la diffuse tous les 15 jours, uniquement sur LinkedIn. Et on vient juste de commencer la diffusion et avant-hier est sorti le 2e épisode. Et aujourd'hui, je vais vous partager le premier épisode. Ça va un petit peu résumer tout ce que je viens de vous dire, mais de façon un petit peu plus légère. Je mets ça en place. En fait, non. On ne va pas du tout employer ce ton-là. J'ai une question pour vous. Est-il facile de vendre à l'international? Alors oui, aujourd'hui, il y a chaque fois plus d'outils, logistiques, technologiques, marketing, de moyens de paiement qui vous facilitent la tâche. Ces outils sont d'ailleurs maintenant aussi accessibles pour les petites entreprises, les startups et les PME. Mais vendre à l'international ne s'improvise pas. Il y a des règles à respecter si vous voulez que votre déploiement international se traduise, c'est le cas de le dire, en chiffre d'affaires. Une de ces règles, c'est la traduction. Mais pourquoi traduire, vous allez me dire? Pourquoi traduire? Parce que 9 internautes sur 10 préfèrent naviguer sur un site web dans sa propre langue. Pourquoi traduire? Parce qu'un acheteur est 5 fois plus enclin à consommer sur un site web dans sa langue natale. Ok, très bien. Mais la traduction, qu'est-ce que c'est? Comment ça marche? Comment ne pas se planter? Pour ceci, je vous invite à découvrir le quotidien, les espoirs, les déboires de l'entreprise de textile Les Nouveaux Bandits. Je vous emmène aux coulisses. Alors, comme vous le savez tous, nous partons à la conquête du monde. Tout d'abord, comment on s'organise pour la traduction du site? Facile. Avec Google Translate, on dépense rien et c'est nickel. Comme ça, on garde le budget pour les campagnes AdWords. J'ai mieux. J'ai mon cousin qui a fait un Erasmus à Brighton. Je peux lui demander? Putain! Ah ouais? T'as un cousin à Brighton? Ouais. Trop bien. Il assure, mon cousin. Vous n'êtes pas plus sérieux? Vous voulez faire couler la boîte ou quoi? Pourquoi on ne demande pas à Samantha? La nouvelle country manager. Je l'ai en ami sur Signal. Non. Traduction? Non. Non. No time. Ou alors, on externalise. On copie-colle tout et on envoie au traducteur.
terrible, hein? Mais vous inquiétez pas, ce sont les erreurs les plus communes. Le but de cette web-série, c'est de vous donner les clés de la traduction, les bonnes pratiques, comment éviter les pièges, comment contrôler votre budget et surtout, comment augmenter vos ventes et votre trafic à l'international. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Sinon, j'ai ma tante à Singapour. Alors voilà, c'était le premier épisode de cette web-série. Donc si vous voulez suivre ces aventures de cette équipe qui est un petit peu de bras cassés, il faut le dire, donc sur LinkedIn, tous les 15 jours, tous les mardis, vous pouvez retrouver ceci sur une quinzaine d'épisodes. Je vais passer maintenant à la seconde partie de cette intervention qui, là j'ai plus vous partager mon parcours personnel et comment réellement d'aller à l'étranger m'a poussé vers l'entrepreneuriat et vous également ce que vous pourriez en retirer. Donc, comment a été déjà ma première expérience, mon premier contact avec l'international? Eh bien, ça a été avec le programme Leonardo, mais pas du tout de la façon dont vous pensez. En fait, je faisais la queue pour aller dans une boîte de nuit et j'ai rencontré une jeune fille espagnole qui faisait justement Leonardo en France. Donc pour moi, Leonardo, j'ai bien aimé. On a maintenu une certaine forme de relation et il résultait que 3 mois après, elle repartait à Madrid. Moi, j'avais une passion, un début de passion pour l'Amérique latine. J'avais fait 1 ou 2 voyages comme touriste, mais mon problème, je ne parlais pas un mot d'espagnol. Je profite de l'opportunité en disant, bon, ça va être très bien d'aller à Madrid. Je finissais un travail, justement, un CDD dans un établissement public, et je pars à Madrid avec un niveau d'espagnol plutôt rudimentaire, pour ne pas dire inexistant. Donc, je me confronte à tous les obstacles, toutes les galères, comment on se loge, comment on mange, comment on se déplace dans la ville. Chaque action devient difficile, mais je trouve que c'est un exercice particulièrement intéressant d'humilité et on remet un petit peu les pieds sur terre. Moi, je venais de terminer donc Sciences Po à Grenoble, où j'avais un petit peu l'embarras du choix pour le travail et autres. Ben là, je peux vous dire que j'avais plus du tout l'embarras du choix de rien du tout. Tout était réellement difficile. Je fais 3 mois d'espagnol à la Universidad Complutense et après, se poser la question de comment je vais travailler. Une conversation, par hasard, dans un bar. Alors, je ne pensais pas que je passe ma vie en discothèque dans un bar, mais il résulte que c'était comme ça. Je parle avec une personne qui me dit, regarde, il y a une ONG qui propose et qui a besoin d'un volontaire, d'un bénévole, qui parle le français. Donc, je m'entretiens au téléphone avec lui. Heureusement, c'était en français. Ils m'ont dit, parfait, tu peux venir, tu commences. Donc, je me présente le premier jour, bureau de la secrétaire. Monse, d'un certain âge, je suis devant la table et elle me dit, pues mira, ahora tengo muchísimo curro, no te puedo atender, o sea que vete en este pasillo y a la derecha tienes una mesa, hay unos folletos, lo ojeas y ahora voy. Donc après, j'ai su ce que ça voulait dire. J'ai su que ça voulait dire que je devais aller dans ce couloir, aller dans ce bureau et regarder la documentation. Sauf que là, sur le moment, moi, ce que j'ai compris, c'est le mot « mesa ». Dans mon vocabulaire, il n'y avait que ça qui rentrait. Alors, je n'allais pas non plus rester immobile, donc je tente quelque chose. Et je fais « si, la mesa muy bonita ». Donc, je lui dis que son bureau est très beau. Donc voilà, fatalement, le premier contact, il a été difficile. Et des situations comme ça, mais alors j'en ai vécu, mais plein. Mais elles vont s'espacer, ces situations, et surtout, il y a un moment de gloire, c'est quand on va commencer à comprendre et quand on va commencer à pouvoir s'exprimer. Alors là, on passe d'un moment d'humilité, voire de honte, ce qui est toute la première partie, à un moment de confiance. Il y a la confiance qui commence à rentrer, et même, on va dire, de la puissance, parce que là, vous vous rendez compte que votre horizon,
c'est pas juste l'Hexagone, c'est pas juste la France, mais il y a les portes du monde qui s'ouvrent à vous. Alors, c'est que le départ, certes, mais encore une fois, la maîtrise d'une langue et la maîtrise d'une culture va vous apporter une confiance personnelle extrême. Après, j'ai pas si mal fait les choses que ça, parce qu'il m'a engagé dans cette ONG. Pendant 5 ans, j'ai travaillé sur plein de projets, surtout en Amérique centrale, en Amérique latine, sur des projets de réinsertion de membres des gangs au Salvador, sur des projets de réinsertion de communautés indigènes, sur des projets en Espagne de multiculturalité, quelque chose de très riche et de très enrichissant, et une expérience, qu'on va dire, presque fondatrice pour moi. Seconde sous-partie, comment j'en arrive à la traduction ? Je suis encore dans... Donc là, il n'y a pas d'histoire de discothèque et de bar, hein, mais là, il y a une histoire d'astrologie. Comment c'est arrivé? Un ami qui arrive à Madrid et qui me fait « Je travaille pour une entreprise d'astrologie en ligne, Astro Center. Je suis en charge du développement de l'entreprise, mais on a un problème avec la traduction. » Parce que l'entreprise était tombée exactement dans tous les pièges qu'on a décrits précédemment. La traduction était absolument inexploitable. Il me demande si je peux le gérer. Moi, je ne suis pas traducteur, mais autour de moi, je connais des personnes qui traduisent. On commence, on se lance, je me mets avec l'équivalent d'auto-entrepreneur en Espagne, et avec une ou deux traductrices, on commence à traduire des textes métaphysiques et très importants, comme des cartes astrales, des cartes de tarot et autres, mais bon, c'était une façon de se lancer. Par la suite, cette même entreprise demande « Ok, super sur l'espagnol, mais est-ce que vous pouvez gérer d'autres langues, comme l'anglais, l'allemand ?» Premier réflexe, bah oui, bien sûr qu'on peut. Et donc là, je commence à me mettre dans des sites spécialisés de traduction et de trouver des professionnels dans chaque langue. Et après, le milieu parisien d'Internet était petit à cette époque, donc d'autres sociétés on vend de nos services et donc commence à nous solliciter pour tout type de traduction. Moi, je vois que ça commence à prendre de l'ampleur, qu'il y a besoin d'engager des premières personnes et donc je crée cette première société. Et là, pour moi, c'est un élément très important, peut-être le plus important de ce que je vais dire aujourd'hui, c'est est-ce que je serais rentré dans l'entrepreneuriat en restant en France? Est-ce que j'aurais développé ces compétences en France, alors que j'ai peut-être une voie tracée de travailler dans le social ou dans le culturel? Je pense pas. En plus, j'étais pas entouré de personnes de ma famille ou d'amis qui étaient dans l'entrepreneuriat, mais oui, j'avais développé des compétences sur mes 5 premières années à l'étranger, des compétences de capacité d'adaptation, de résilience et de persévérance. Et ça, c'est vraiment des qualités, on va dire, qui sont absolument indispensables dans l'entrepreneuriat. Parce que ça ne va pas être un long fleuve tranquille. Le business plan, il va servir à rien. Vous allez avoir tous les ennuis qui vont arriver. Et franchement, une expérience à l'étranger, ça vous prépare à ceci. Ça vous prépare parce que vous avez accumulé aussi de la confiance. Vous avez accumulé des nouveaux moyens de communication. Et moi, je fais un lien vraiment très direct entre ces capacités qu'on développe en étant à l'étranger et ces capacités qui sont nécessaires dans l'entrepreneuriat. Après, pour continuer un peu plus rapidement, voilà, maintenant on était rempli de confiance, tout était possible et on fait bon voilà, en Europe c'est un petit peu trop facile, en plus c'est la même monnaie. Quelqu'un de l'entreprise partait pour des raisons personnelles au Chili, on s'est dit voilà, on va aller au Chili, maintenant on sait faire et donc on est parti au Chili et on a monté une entreprise de A à Z en allant voir des avocats locaux, en allant voir des institutions publiques qui pouvaient nous aider. Et là-bas, on travaillait surtout dans l'industrie de la mine, de l'ingénierie. Et après, on a continué pour aller encore dans le plus difficile, pour aller en Colombie, et notamment à Medellín, qui se voulait un petit peu le Silicon Valley de l'Amérique latine, où on pouvait avoir, nous, des financements. Et tout ça, je me disais, que de chemin parcouru entre le moment où j'étais en train de toucher la table de la secrétaire de l'ONG et le moment où j'étais capable de créer cette troisième société à 10 000 kilomètres de chez moi.
Pour conclure cette intervention, je voulais faire un petit peu le relais ou voir vraiment ce que ça pouvait vous apporter à vous, élèves de l'école des mines, une expérience à l'étranger et surtout une expérience professionnelle longue. La première, c'est un niveau personnel, non? Tout ce que je dis, que vous allez développer, vous allez être en danger, vous allez être déstabilisé, vous allez sortir de votre zone de confort. Et ça, personnellement, c'est le mieux qui puisse vous arriver. Vous allez vraiment vous connaître et vous allez vraiment voir la personne que vous voulez être. Le second, c'est bien évidemment pour être embauché pour le CV. Une expérience à l'étranger, d'études ou encore plus professionnelle, c'est quelque chose qu'on peut excessivement valoriser. Mais la troisième, c'est que maintenant, surtout là où vous allez travailler, dans l'aéronautique, dans l'ingénierie, vous allez être obligatoirement dans des équipes internationales. Vous allez peut-être même manager des équipes internationales. Et là, on ne parle pas juste de process, de méthode, il y a aussi quelque chose de très important, c'est l'empathie et la communication avec vos équipes internationales. C'est important de savoir qu'on ne félicite jamais un collaborateur vietnamien tout seul, parce que pour lui, il y a la notion de groupe. C'est intéressant de savoir qu'il y a des mots en espagnol d'Espagne qui sont des insultes en Amérique latine. C'est intéressant de savoir qu'on n'écrit pas un email à un Américain avec des formules de politesse parce qu'il s'en contrefiche. Donc tout ça, au fur et à mesure de vos expériences, vous allez pouvoir développer une sensibilité multiculturelle et voire même une sensibilité tout court qui est vraiment, vraiment importante et qui sera encore plus importante si vous êtes amené à avoir des situations de vente. D'accord ? Pour vendre, il faut créer de l'empathie, il faut créer un lien commun avec cette personne. On peut le faire de diverses façons, mais si vous avez un interlocuteur étranger, de lui faire sentir que vous connaissez son pays, sa culture, franchement, ça va faire, ça participe à 30% du domaine de la négociation. Je vais vous prendre un exemple, ça fait pas plus tard que 4 semaines, on négociait un contrat avec l'UNESCO au Chili. Je parle au téléphone avec elle et dans la conversation, je lui dis que oui, que j'aime bien, alors c'est un plat qu'ils ont, les moules au parmesan. Et donc elle était super contente, ça fait créer un lien. Alors bien évidemment, je ne lui ai pas dit que c'était pas bon et que je ne comprenais pas ce plat-là, mais c'est très important de créer ce lien-là. Pour terminer, je dirais juste que, pour conclure, c'est sur 3 points. Le premier, c'est aller à l'international. Le deuxième, c'est aller vraiment à l'international. Et le troisième, c'est allez-y vraiment, vraiment, vraiment. Merci. Oui. J'avais 2 questions contre la traduction. La première, vous avez mentionné qu'un traducteur traduit toujours vers sa langue maternelle. Je voulais savoir pourquoi. Et la deuxième question, alors vous en avez parlé un petit peu déjà, c'est comment faire face à la traduction au traducteur sur Internet, à Google Translate, et comment vous allez convaincre vos clients, vos entreprises, de passer par vous. De le faire sur Internet. D'accord. Alors, sur le premier point, effectivement,
c'est des labels de qualité qui existent. Pourquoi c'est toujours vers sa langue maternelle? Parce que alors même une personne qui est, on va dire, qui a habité peut-être, voilà, comme moi, une vingtaine d'années dans des pays hispanophones, jamais, sauf de très rares cas, va avoir cette sensibilité, va avoir cette culture. Ce que traduire, c'est pas juste des mots, c'est aussi vraiment transmettre toute une culture. Alors, j'exagère peut-être si on est sur des descriptions très techniques, très basiques. Oui, une personne non native avec un très bon niveau pourrait le faire, mais si on parle de traduction plus créative ou de traduction marketing, rien ne remplacera le vécu. En fait, le vécu du traducteur, c'est encore une fois, la traduction, c'est pas juste des mots qu'on aligne, c'est qu'on essaye vraiment de transmettre une culture et des émotions. Sur la seconde question, en fait, c'est un petit peu plus simple que ça. C'est qu'en général, les entreprises, elles commencent toujours par la traduction automatique, ils y vont d'eux-mêmes, et pour nous, c'est juste parfait, parce que il se rend compte qu'après un an, le site, il a absolument zéro vente, ou ils ont eu des retours qualité absolument désastreux. Donc, parfois on n'essaye même pas de les convaincre, on fait allez-y, allez-y, puis on en reparle dans 6 mois si vous voulez. C'est pas un faux débat parce que, alors c'est vrai que la traduction automatique s'améliore. Après il y a traduction automatique et automatique, c'est-à-dire il y a par exemple Google Translate qui est le gros mastodonte mais qui fait que on va dire du matching de tout ce qu'ils ont dans leur base de données. Il y a d'autres outils comme DeepL par exemple qui utilisent une autre technologie et qui est beaucoup plus intéressante pour comprendre des textes et autres. Donc, comment on les convainc aussi? On les convainc, nous on a beaucoup d'articles, de blogs, on les convainc également avec cette web-série où on va faire un épisode juste sur la traduction automatique, on va faire un épisode où justement il y a une personne qui parle en espagnol et les traductions sont faites sans trucage par Google Interprète. Et là on voit le désastre que ça peut... encore une fois, il y a un marché énorme dans la traduction, ceux qui veulent y aller en traduction automatique, qu'ils y aillent, mais qui sachent que le retour sur investissement, il n'y en a pas parce que c'est gratuit, mais il y aura, je paye 0 pour recevoir 0. Donc voilà, c'est parfait comme ça. Mm-hmm. Oui. Ouais. Alors d'autant plus, en fait, le traducteur freelance, il a 2 voies. Une, c'est d'avoir ses propres clients. Donc il travaille en direct avec ses clients, ce qui est le préférable, ou l'autre c'est de travailler via des agences de traduction comme la nôtre ou comme des multinationales. Alors quand on est sur des combinaisons excessivement répandues, on va dire espagnol-anglais, voilà, c'est la plus répandue au monde. Donc là, mon conseil, si intéresse ça, c'est de trouver une niche. C'est de se spécialiser. C'est souvent une erreur que font les traducteurs. Ils font, ouais, moi je vais dire que je peux tout traduire et comme ça j'aurai plein de clients. Mais non, au contraire, c'est je me spécialise dans un domaine porteur, si possible, sur 2-3 domaines et je communique que là-dessus. Par exemple, sur LinkedIn, je me présente comme un traducteur spécialiste dans le monde des ONG ou dans l'environnement et je lâche pas de ça et je communique que comme ça. Sinon, c'est quoi? C'est du pur marketing, mais sinon, voilà, c'est le message s'étiole, il est diffus et à chaque fois, on a besoin de communiquer sur de l'ultra spécialisation. Mais oui, c'est pas un métier qui est facile. Il y a chaque fois plus de concurrence également. Avant, des traducteurs, il y en avait très peu.
on va dire que ça fait même 15 ans, il n'y avait peut-être pas d'études en traduction réelles, quoi, où il y en avait très peu. Maintenant, oui, il y a des masters en traduction, même il y a des masters qui sont juste sur la traduction de jeux vidéo, d'autres c'est sur du sous-titrage, d'autres c'est devenu des choses très segmentées. Mais voilà, mon conseil, ce serait de se spécialiser pour justement pas rentrer dans du chômage technique, parce que surtout en freelance, ce qui est frustrant, c'est la capacité de travail d'un traducteur, parce que quand il va avoir du travail, il va en avoir plein, il ne va pas pouvoir répondre à tout, et puis quand il a rien, et donc voilà, mais on est obligé de répondre aux demandes qu'il y a, donc c'est la partie un petit peu frustrante. Le mieux, c'est d'avoir 2 ou 3 clients importants, et après plein d'autres petits clients, mais ne pas dépendre uniquement d'un gros client, parce que là, il y a un gros danger. Vous avez parlé du fait que vous étiez beaucoup en télétravail depuis longtemps, mais est-ce qu'il y a quand même Complètement, oui. Depuis plus d'une dizaine d'années, on a des bureaux physiques à Barcelone. On en avait également au Chili, en Colombie. C'est hyper important, parce que même si les équipes ont besoin de se voir, ont besoin de se toucher, le télétravail c'est bien, mais ça a ses limites. On en parlait à midi justement. Donc non, il ne faut pas que ça devienne juste une activité entièrement digitalisée. Il y a besoin dans tout. C'est un peu l'air du temps en ce moment, quoi. On n'était que dans le télétravail et dans le digital. Avant, on n'était que dans le physique. Voilà, il faut essayer de trouver le juste milieu pour le bien-être et la conciliation au travail. Michael, j'ai une question. Ah, vas-y, le micro fonctionne. Surtout pour ceux qui sont sur Internet. Oui, en fait, moi, c'est juste pour apporter un petit complément pour nos étudiants ingénieurs. J'ai un ami allemand qui est venu en France pour faire sa thèse, ingénieur chimiste. Il a commencé, je pense, un peu par hasard à faire des traductions. Aujourd'hui, il fait exclusivement des traductions de brevets. Et il vit très bien de ça, parce que c'est, comme vous dites, c'est une niche. Donc, même quand on est ingénieur, on peut devenir traducteur, peut-être en se formant, bien sûr, derrière sur sa spécialité, si ça vous tente. Complètement, parce que, encore une fois, comme je disais à un moment, le traducteur, beaucoup de gens pensent qu'il a la science infuse, qu'il connaît tout sur tout, mais il connaît toujours moins bien l'activité de son propre client. Donc, c'est vrai et c'est très juste, ça peut être un dérivé. Alors, en faisant des formations en parallèle, alors maintenant il y en a beaucoup pour vraiment apprendre les techniques de traduction, c'est encore une fois très bien maîtriser les langues et très bien maîtriser un secteur, ça ne fait pas de vous un traducteur, mais avec cette valeur ajoutée de vous êtes ingénieur et déjà même juste au sein même de l'école et avec tout le réseau que vous avez créé ici, alors oui, il y a beaucoup de personnes qui se reconvertissent, on voit sur des CV, anciens avocats, anciens juristes, anciens spécialistes responsables marketing, et qui ont envie de faire quelque chose de nouveau, mais toujours dans leur secteur, de servir des atouts qu'ils avaient, et ça peut être une excellente voie en parallèle, effectivement. Ma question, Michael, parce que ça touche à l'expatriation. Toi, tu as vécu dans 3 pays différents, enfin non plus, mais tu as créé une entreprise en Espagne, en Colombie, au Chili. Est-ce que tu penses que quand on part à l'étranger, il est nécessaire de se préparer à ce départ? Et si oui, comment? Alors le mieux, ce serait effectivement de pas faire comme moi, d'avoir quand même des notions d'espagnol et de la langue avant d'arriver, bien que ça peut être aussi une immersion totale, j'y vais comme ça et on voit ce qui se passe. La préparation, c'est un petit peu comme apprendre des langues en France, et puis qu'est-ce qui va se passer quand on va arriver dans le vrai pays? C'est des océans, ça n'a rien à voir. Sur ta question, c'est si vraiment on peut se préparer à l'entrepreneuriat à l'étranger ou plus de comment y aller? Non, culturellement. Comment est-ce qu'on peut s'immerger avant le grand départ?
Alors, moi, s'il y a possibilité de le faire, moi, par exemple, quand je suis allé en Colombie, j'y suis pas non plus allé du jour au lendemain comme ça. S'il y a possibilité d'aller faire un mois auparavant, de prendre tous les contacts possibles, de voir un petit peu comment on peut organiser la vie de tous les jours et autres, oui. Mais honnêtement, il n'y a rien de tel que le vécu et l'expérience pour la préparation. Elle reste, on va dire, théorique. Une fois qu'on a atterri, voilà, tout est oublié, on ouvre grand les yeux et puis on voit comment ça se passe. Parfait, et merci beaucoup pour votre accueil.